Bonsoir. Donc, quelques mots sur le collectif Climat du Voironnais, qui est né en 2018 à l'occasion évidemment des marches climat. Donc, il y a des membres sans appartenance particulière et des organisations également qui souhaitent agir contre le dérèglement climatique. Alors, comme on est un collectif par rapport au climat, on a quand même choisi effectivement d'avoir une action centrée sur évidemment des actions pour préserver le climat, mais entre autres la problématique des transports qui nous paraissait un bon axe de travail. Donc on a effectivement initié plusieurs marches sur le climat sur Voiron. Il y a eu une réunion publique aussi, donc avec une projection sur la mise en place de la gratuité des transports à Dunkerque et en présence donc de deux acteurs dunkerquois. Voilà, et actuellement on discute de la pétition nationale pour la gratuité des transports. Alors quelques mots sur le pays voironnais. Donc, il y a plus de 30 communes dans cette communauté d'agglomération et 90 000 habitants. Et le territoire est très étendu. En fait, la communauté d'agglomération est devenue autorité organisatrice en 2000 suite à un transfert de la compétence du Conseil général. Donc ce réseau est vraiment récent. Alors un petit état des lieux, en 2017 le réseau compte 95 lignes, donc il y a 4 lignes urbaines qui sont cadencées en heure de pointe entre 15 et 45 minutes, 12 lignes régulières périurbaines, donc alors quand je dis urbaine, c'est le centre d'Envoiron, et éventuellement ça va jusqu'à quelques communes juste à côté. Il y a 12 lignes régulières périurbaines, dont une qui va jusqu'à la zone centrale, qui est la plus grosse zone industrielle de la région. Il y a également des lignes de transport à la demande. Il y a un service de transport des personnes à mobilité réduite. Et il y a 71 lignes scolaires qui sont en fait ouvertes à tout le monde à mesure des capacités et qui desservent 39 établissements scolaires. Donc il y a une tarification sociale qui est basée sur le quotient familial depuis 2013, mais il n'y a pas de gratuité du tout. Alors, les performances de notre réseau. Donc, notre réseau, il est très très peu utilisé. Il y a seulement 19 voyages par habitant par an, alors que la moyenne nationale, qui est déjà très faible, elle est située autour de 32 voyages par an et par habitant. Le financement de notre réseau, c'est à 50% par le versement transport. Les recettes commerciales, elles ne représentent que 7% de notre budget. Et la moyenne nationale, elle est à 20%. Donc pour nous, après tout ce qu'on a dit, ça serait presque facile d'instaurer la gratuité, vu que les recettes commerciales sont très faibles. Et le reste est couvert par les subventions du pays voironnais et du département. Du coup, notre exploitation, elle est excédentaire. En 2017, cet excédent, il atteignait 1 642 000 €, soit l'équivalent d'à peu près 2 ans de gratuité. Les équipes qui se sont succédées ont fait en sorte que la gestion soit saine et qu'il n'y ait pas de taux d'endettement. Donc l'équipe qui a dirigé le pays voironnais de 2008 à 2014 était une équipe qui se revendiquait une coloration socialiste et écologiste, et elle n'a pas saisi l'opportunité de la gratuité totale, alors qu'à cette époque, les recettes commerciales ne représentaient que 3% du budget, donc 7% aujourd'hui, et que l'excédent d'exploitation était déjà supérieur aux millions d'euros. Les perspectives que nous voyons à l'horizon, c'est la fusion de l'agglomération grenobloise, du Crédit Voudant et du pays voironnais, qui va reposer la question de l'harmonisation du taux de versement de transport. Donc chez nous, dans le pays voironnais, il est seulement de 0,8%, et dans l'agglomération grenobloise, on disait qu'il était au maximum et qu'il était à 2%. Donc si nous rêvons un petit peu, et qu'il passait à 2% dans le pays voironnais, ça fait que la part du versement de transport couvrirait 132% du budget actuel. Donc, c'est-à-dire que nous pourrions passer à une gratuité totale et en plus améliorer sérieusement le réseau, donc la fréquence des transports et la couverture du territoire. Et que tout cela contribuerait bien sûr à l'augmentation de la fréquentation des transports en commun chez nous. Merci.
Oui, donc je suis Joël Marseille, je suis adjoint au maire de Tansat dans le Grésivaudan et membre du collectif du Grésivaudan pour nos droits sociaux. C'est un collectif qui s'est constitué au moment des ordonnances Macron et du démantèlement du Code du travail. Alors nous avons intégré la question de la gratuité des transports publics en 2018 à notre agenda et organisé depuis quelques réunions de formation et d'information à ce sujet. Alors le territoire du Grésivaudan, il est constitué de 43 communes et de plus de 100 000 habitants qui sont répartis donc entre Chaparéan, Pontcharrat au nord et puis Champs-Rousse, Saint-Martin, Duriage au sud, dont la vie quotidienne s'organise dans et hors du territoire, et notamment avec des mouvements pendulaires très importants entre le territoire et la métropole. Ces échanges bilatéraux donc, sont de l'ordre de 120 000 trajets par jour, dont 20 000 personnes qui sortent du Grésivaudan pour aller travailler dans la région urbaine grenobloise et 10 000 qui viennent chaque jour de la métro pour travailler dans le Grésivaudan. Le Grésivaudan est le premier territoire de destination des actifs de la métropole. La réalité, évidemment, ce sont des bouchons impressionnants aux heures de pointe qui obligent les salariés à quitter leur domicile pour certains à 7 h du matin pour être sur leur lieu de travail à Grenoble à 9 h et rebelote souvent en fin de journée. Une enquête qui a été réalisée en 2014 indique que les attentes des habitants du Grésivaudan en termes d'action publique concernent à 68% les déplacements. C'est vraiment une demande qui est très forte. Aussi bien les transports en commun que les pistes cyclables ou la circulation. En 2013, le diagnostic du PCAET, le plan climat du territoire, établissait que 48% des émissions de gaz à effet de serre étaient dues au transport routier de marchandises et de personnes. Donc on est même au-delà du tiers qu'on a évoqué tout à l'heure. Et par ailleurs, depuis 2018, la colère de nombreux usagers s'est exprimée suite à la restructuration du réseau des transports qui est passé en délégation de service public. Ce n'est pas la faute aux délégataires, c'est la faute aux décisions politiques du Conseil communautaire. Et la restructuration du réseau s'est faite essentiellement en direction du transport scolaire, qui était gratuit auparavant et qui est devenu payant. Donc une démarche régressive de ce point de vue-là, du point de vue qui nous occupe ce soir, et puis en direction des entreprises. Ce sont les deux aux dépens d'un certain nombre de lignes dans les agglomérations. Contrairement au Voironnais, nous on n'a pas une ville-centre qui n'a pas permis au Grésivaudan de se constituer en communauté d'agglomération. On a plusieurs pôles d'échange, Pontcharrat, Crolles, Villarbonneau, voilà, qui sont de l'ordre de 5 à 6 000 habitants, et puis surtout des territoires ruraux où la problématique qu'a soulevée tout à l'heure Guillaume Gontard est tout à fait aiguë. Alors donc, on voit que la question de l'accès au transport et de leur impact social et environnemental est aussi une donnée en Grésivaudan, et on rajoutera bien sûr la dimension économique avec de grands acteurs de la métallurgie comme ST Micro et d'autres sur le territoire où souhaité. Alors le 8 juillet 2019, le Conseil communautaire du Grésivaudan a voté le transfert de sa compétence mobilité au SNTC. Ce sera effectif le 1er janvier 2020, avec la transformation du SNTC en syndicat mixte SRU, qui va s'appeler SMAG, il me semble. Alors, de notre point de vue, c'est une avancée majeure et c'est un préalable nécessaire pour faciliter la bataille de la gratuité dans le Grésivaudan. Pourquoi ? Parce que faire de la gratuité dans son coin, c'était assez compliqué. S'appuyer sur une infrastructure mutualisée en prenant en compte évidemment la réalité du bassin de vie et l'emploi, c'est beaucoup plus pertinent, et notamment les mouvements pendulaires que j'évoquais tout à l'heure. Par ailleurs, cette étape, elle s'inscrit dans un projet plus vaste, que vous connaissez sans doute, d'une autorité organisatrice de la mobilité unique sur le périmètre de la grande région grenobloise. C'est-à-dire c'est encore autre chose et c'est à l'horizon 2023. Cette AOM unique, elle organisera les transports collectifs routiers, ferroviaires, de covoiturage, tout à l'heure on a évoqué les choses dans leur globalité, et les modes actifs et alternatifs de déplacement. Tant mieux si le Grésivaudan, la métro et le pays Voironnais montrent la voie aux autres partenaires sollicités, qui sont le département, je crois, qui traîne un peu les pieds, la région, ainsi qu'une dizaine d'intercommunalités. En effet, cette AOM unique constituera de fait une mutualisation de la gestion des mobilités au sein d'un pôle de déplacement unique. Là encore, on pressent tout l'intérêt de cette unification, d'abord pour le travail militant du CGT-PAG, du collectif, qui pourra se déployer de manière cohérente à l'échelle d'une aire urbaine et périurbaine,
mais cela pourra aussi permettre d'étendre en les renforçant les effets sanitaires, sociaux, environnementaux et économiques de la gratuité à venir sur un périmètre élargi. Un dernier mot sur les données budgétaires et fiscales concernant la fusion des compétences. Le versement transport des différentes collectivités qui vont s'associer doit donc converger vers les 2% actuels de la métro. Sur le Grésivaudan, on est à 1,1%, un peu au-dessus donc, du Voironnais. C'est une recette de l'ordre de 10 millions d'euros que la mairie apportera dans sa corbeille, avec un certain nombre d'assurances qu'ont réclamé des conseillers communautaires plutôt de droite sur la question de l'apuration de la dette du SNTC. Il y a un arrangement qui a été trouvé. Un versement de 2% sur le Grésivaudan porterait la recette fiscale à près de 18 millions d'euros. Et déduction faite des besoins en fonctionnement et investissements qui sont projetés sur la même période, c'est-à-dire jusqu'à 2023, il resterait un solde positif dans la corbeille de 5 millions. Alors, on lit souvent dans la littérature sur la gratuité des transports que la conversion est d'autant plus facile que l'apport de la billetterie est modeste, on nous l'a rappelé tout à l'heure. Pour le Grésivaudan, la billetterie, c'est 573 000 euros de recettes sur un budget de fonctionnement de 9,7 millions, c'est-à-dire qu'on est à 6%. Là aussi, on est sur des taux qui sont tout à fait raisonnables. Alors enfin, tout à l'heure dans l'introduction, on a écarté un petit peu, ou alors je n'ai pas bien compris, la nécessité d'un processus de transformation profond de la société, en essayant de se concentrer sur une mesure politique forte. Or, c'est sans doute vrai, mais la gratuité des transports et plus généralement l'urgence de la transition écologique et anthropologique ne peut pas et ne doit pas se traiter seulement à l'aune d'un équilibre budgétaire imposé dans le cadre des comptabilités néolibérales dominantes. Alors, il faudra bien un jour, pour traiter l'urgence du réchauffement climatique et la question connexe de la gratuité des transports collectifs, sortir les investissements massifs qu'elle nécessite de la problématique de la dette, par exemple, notamment pour les budgets des collectivités locales. Et cela ne sera pas possible sans poser la question politique de la transformation profonde de la société. Par exemple, au niveau européen, puisque nous n'avons plus de politique monétaire et budgétaire souveraine, avec la possibilité d'un fonds de développement solidaire et écologique qui sera abondé par la BCE et qui permettrait de financer la planification écologique. Tout à l'heure, si j'ai bien compris, Michel a évoqué 4 millions d'euros, je crois, d'intérêts de remboursement d'emprunt dans le budget de fonctionnement de l'actuel SNTC. Si demain il y avait un fonds de financement à 0%, ces 4 millions seraient rayés du budget de fonctionnement. Puisque dans la M40, dans la comptabilité des collectivités locales, on ne trouve dans le budget de fonctionnement que les remboursements d'emprunt. À 0%, ces 4 millions seraient rayés. Bon, je vais en rester là, je vais simplement vous citer un élu du Grésivaudan qui, lors d'une commission, disait ceci. Dans le domaine des transports publics, je pense que les déficits d'aujourd'hui sont des investissements d'avenir. Je pense qu'il faut bien peser les mots. Les déficits d'aujourd'hui sont des investissements d'avenir, eu égard aux conséquences du réchauffement climatique dont nous avons encore pu mesurer les effets cet été. Je pense que les coûts à supporter seront bien plus importants à l'avenir et les décisions des pouvoirs publics bien plus contraignantes si nous ne faisons pas face aux enjeux tant qu'il est encore temps. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais pas être très long parce que j'ai des enfants qui sont gardés par le nounou et je suis déjà en retard. Donc au passage, c'est finalement par mes enfants que je suis arrivé dans ce collectif. Notamment, il y a pas mal d'autres parents de quartiers riverains de l'autoroute A480. En gros, il y a 2 ans de ça, on s'est aperçu, on a été mis au courant d'une enquête publique relative à ce projet d'élargissement et tout à coup, on a pris connaissance de ce qui passait à côté de chez nous, à savoir une autoroute urbaine coincée entre une rivière, entre le Drac et un tissu urbain quand même très dense. Une autoroute où passent quotidiennement 110 000 véhicules, qui draine des flux du Voironnais, du sud de la métropole grenobloise. Et en ayant connaissance de ça, on s'est dit que c'était quelque chose qui ne pouvait pas... On a été déjà extrêmement étonnés de ne pas trouver plus de résistance, d'apprendre sur le coup qu'une enquête publique était en cours alors qu'on n'avait finalement pas été informé sur les avant-projets.
Et donc, suite à ça, on s'est mobilisé de différentes manières, d'une part sur le plan juridique, en déposant un recours, puis des référés qui avaient vocation à suspendre le démarrage des travaux. Donc, si les référés ont été déboutés, les recours sont toujours actifs et n'ont pas été jugés sur le fond. On s'est aussi mobilisé sur un point de vue médiatique, en participant aux marches climat, en distribuant des pétitions, en informant autant que possible les riverains, les populations qui nous semblent les plus affectées par le projet. On a aussi tenté de mobiliser la communauté scientifique grenobloise, qui s'est pas mal impliquée par la signature d'une tribune qui dénonçait ce projet. Et puis plus localement, plus ponctuellement, par des actions de désobéissance civile, soit en s'opposant au démarrage des travaux, soit en organisant une vélorution sur l'autoroute avec le soutien de l'Extinction Rebellion. Donc notre lutte, elle s'est faite dans l'urgence, parce qu'en gros, on prend connaissance de l'enquête publique, et 6 mois plus tard, la déclaration d'utilité publique est signée par la préfecture. Cette déclaration d'utilité publique, en fait, elle se fonde, et les retours qu'en ont fait les commissaires enquêteurs, elle se fonde sur des modélisations qui, selon nous, sont biaisées, sur des chiffres notamment de trafic, de prévision de trafic dans le futur, en lien avec l'impact qu'aura l'infrastructure, notamment sur les comportements, qui sont, selon nous, difficile à vérifier. Eux parlent de 6% d'augmentation de trafic, et c'est essentiellement du trafic qui est capté de l'intérieur de l'agglomération ou de l'intérieur même de la ville de Grenoble, reporté sur l'axe A480. Nous, jusqu'à présent, jusqu'à il y a 6 mois en arrière, on était dans une posture on va essayer quand même de faire tout ce qu'on peut pour stopper le projet. Le projet a démarré depuis 6 mois, on a un peu modifié nos axes d'action. Et maintenant, du coup, ce qu'on voudrait essayer de pousser, c'est finalement d'aller vers une estimation fine et réaliste de quels seront les impacts de l'infrastructure en termes de trafic, et notamment ce qu'on appelle le trafic induit, c'est-à-dire le trafic supplémentaire, les trajets qu'on va faire en plus, parce que finalement, l'autoroute n'est plus saturée, c'est plus de 45 minutes qu'on met pour accéder à Grenoble, mais c'est 10 ou 15 minutes. Des trajets supplémentaires, des reports de trafic aussi, depuis les transports en commun ou la mobilité active vers la voiture. Et cette modélisation fine des transports, cette modélisation du trafic induit, elle n'est inexistante dans l'actuelle déclaration d'utilité publique. Ça peut paraître complètement aberrant, mais on est en train on a accepté un projet, on se fait imposer un projet à 300 millions d'euros qui va probablement impacter la métropole et tous les territoires avoisinants pendant des décennies, contre lequel ça va être dur de se battre, en espérant que des initiatives comme celle-ci puissent permettre de contrecarrer les effets. Mais voilà, on ne s'est pas donné les moyens, l'État notamment, ne s'est pas donné les moyens pour analyser en détail, alors que les moyens existent, les moyens techniques, de modélisation. On a à Grenoble des équipes de chercheurs qui sont compétentes, on a des projets de recherche qui travaillent sur ça, mais qui sont passés à côté de tout ça et qui n'ont pas été sollicités. Voilà, donc je crois que notre action actuellement, elle se tourne vers ça, finalement faire aussi en sorte que le cas grenoblois puisse servir quelque part à nourrir des réflexions ou des pistes de lutte pour des projets similaires, si tant est qu'il y en a encore dans le futur en France.